Quand on parle du vote des banlieues, il s'agit d'une mosaïque, il ne s'agit pas d'une tendance unilatérale. C'est pas pour tel parti, pour telle formation, et cela varie beaucoup au cours du temps. Parce que la population des banlieues change tout le temps. Bonjour, je m'appelle Tamtra Nui, je suis journaliste mais aussi citoyenne. En cette campagne présidentielle, je me pose de nombreuses questions. Comment chacun choisit son candidat, en fonction de son milieu social, de son parcours de vie, de ses émotions? Est-ce que les jeunes votent comme leurs parents? La guerre influence-t-elle notre vote? Dans ce podcast, je discute chaque semaine avec des experts qui ont consacré leur vie à ces sujets. Alors, à force de chercher, ils ont trouvé quelques réponses. Je vote. Je pense qu'on est une force électorale, donc je pense qu'il faut jouer avec. Tu votes. Personnellement, je dis bien, j'irai voter. C'est un devoir de voter. Allez à voter. Nous votons. Il n'y a pas eu d'affrontement sur les idées en tant que tel à l'intérieur, il n'y a pas eu de divergence. À voter. Un podcast de Public Sénat et du Cevipof Sciences Po. Aujourd'hui, coup de projecteur sur le vote des banlieues, ou plus précisément des banlieues populaires. Au mois de janvier 2022, une étude de l'IFOP a conclu que la gauche a perdu ces 10 dernières années toute son assise électorale dans ses quartiers au bénéfice des extrêmes. Les médias ont surtout retenu de cette analyse la poussée de l'extrême droite. Mais est-ce si simple? Forcément, c'est plus compliqué et nuancé que ça. C'est ce que nous allons comprendre avec le chercheur Henri Ray. Je suis Henri Ray, je suis directeur de recherche émérite au Cevipof Sciences Po et je travaille sur la question des banlieues, des transformations qui ont été constatées dans les banlieues. Une fois de plus, la République a décidé de tourner le dos à nos quartiers populaires. Et derrière les quartiers populaires, ce sont les habitants. Henri Ray travaille depuis 1983 sur ce sujet des banlieues et s'est en particulier intéressé à l'impact des transformations socio-économiques, par exemple la désindustrialisation sur ces quartiers et la façon dont cela s'est répercuté sur la vie politique locale et plus globalement sur le vote. Et aujourd'hui, ce qui le marque, c'est surtout que plus personne ne croit dans les partis dans ces banlieues. Dans ces quartiers, il y a effectivement très peu d'implantation partisane proprement dite. Les partis sont très peu implantés. Ils n'ont pas réussi à trouver appui sur les jeunes, les arrivants, les nouvelles populations de ces quartiers. Ils n'ont pas réussi cette espèce de transformation entre une implantation ancienne basée sur des formes d'immigration généralement européennes, italiennes, polonaises, espagnoles, etc. et une immigration venue d'Afrique. L'exclusion, ça commence par ne pas avoir de travail. C'est de ne pas pouvoir envoyer son CV dans une entreprise sans qu'on prenne en compte qu'on habite dans le 93. La conséquence directe en banlieue, c'est que le premier parti, c'est l'abstention. Comme dans le reste de la France, finalement. Là-dessus, la banlieue ne se distingue pas tellement du reste du pays. Les partis traditionnels, gauche ou droite républicaine, s'y sont effondrés, ici comme ailleurs. Mais y a-t-il aussi des raisons spécifiques qui expliquent l'abstention dans ces banlieues populaires ? Les activités industrielles se sont raréfiées. Et donc, corrélativement, le chômage a énormément augmenté. Et en particulier, le chômage des jeunes. Donc, une population qui manque de perspective, qui n'est plus véritablement insérée. À ces difficultés économiques et au manque d'avenir dans ces quartiers, il faut ajouter l'importance des trafics de drogue qui ont des répercussions immédiates sur le rapport des habitants à la puissance publique. Quand le terrain est non pas sous la mainmise, mais quand même avec une forte influence des trafics, il y a quelque chose qui a été cassé, qui a changé. Et par rapport à ça, évidemment, le sentiment d'insécurité s'est développé et de distanciation avec tout ce qui pouvait être un ordre établi qui ne s'imposait plus, ou qui ne s'imposait que de façon violente, ou qui s'imposait de façon jugée discriminatoire, avec les contrôles aux faciès, enfin, qui ont été bien mesurés par Fabien Jobard, etc. Donc, de ce point de vue-là, on voit bien qu'il y a une perte de confiance encore plus grande dans les institutions, dans l'État, dans la représentation politique, que dans l'ensemble du pays. Fabien Jobard, à travers une étude qui a fait date, a montré dès 2009 la place prépondérante de l'apparence dans les contrôles policiers à Paris, les Arabes et les Noirs étant beaucoup plus contrôlés que les Blancs. Une discrimination présente en banlieue qui explique la désaffection de nombreux habitants à l'égard des pouvoirs publics. Et à cela, il faut ajouter la mal-inscription électorale. Au total, en France, plus de 7 millions de personnes sont concernées.
Il y a un phénomène dont on a beaucoup parlé, qui est celui de la malinscription. Des gens qui ne se réinscrivent pas quand ils déménagent, des gens qui ne sont... Voilà. Donc il y a un pourcentage important de malinscrits, c'est ce qu'on voyait depuis une trentaine d'années, de gens qui ne modifient pas leur inscription quand ils déménagent. Enfin, Henri Ray souligne l'impact de l'entourage sur le vote. Si vos proches votent, vous allez être plus enclin à déposer votre bulletin dans l'urne. L'abstention fait donc boule de neige dans les banlieues populaires. Et le chercheur relie notamment cette situation à un sujet bien particulier, le fait que les étrangers non communautaires ne puissent voter à aucune élection locale. Le vote, c'est pas simplement un acte individuel, c'est un acte collectif. Il y a un jour où on vote, où on va en collectif, en famille. Or, à l'intérieur même des familles, il y a, pour au moins les élections locales, cette promesse qui n'a jamais été tenue du vote des étrangers non communautaires aux élections locales. Et ils paient leurs impôts, ils participent à la vie locale, et ils n'ont pas le droit de voter. Et à l'intérieur des familles, vous avez des gens qui ont le droit, pour des raisons, parce qu'ils sont là depuis plus longtemps, ou parce que voilà, ils ont fait des démarches, qui peuvent voter, et vous avez d'autres membres de la même famille qui n'ont pas le droit de vote. Et de ce point de vue-là, ça crée une démobilisation. C'est-à-dire que si, pour des élections locales, tous, on répond en disant, en général, ils n'ont qu'à être naturalisés, c'est ce qu'il y a de plus simple et tout ça, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Et donc, les gens qui ne peuvent pas voter, ça contamine en quelque sorte à l'intérieur, non seulement des mêmes familles, mais des mêmes cages d'escalier, des mêmes localités. Ça amplifie encore un phénomène d'abstention. Donc, tout est à peu près réuni sur le plan social, politique, pour que l'abstention soit à un niveau encore plus élevé. Et c'est vrai qu'elle est systématiquement, aujourd'hui, plus élevée. Tous ces gros cubes entassés les uns à côté des autres, ça me fait peur. C'est pas joli du tout. Je n'arrive pas à m'habituer. Les banlieues populaires d'aujourd'hui ont donc été gagnées par l'abstention. Elles boudent un peu plus les urnes que le reste de l'Hexagone, comme si on avait posé sur elles une loupe grossissante. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Par le passé, les banlieues étaient les plus mobilisées pour voter. Jusqu'en 1974-75, on votait davantage dans ces quartiers qu'on ne votait dans le reste de la ville ou qu'on ne votait en moyenne de la France. Il y avait une mobilisation, des formes d'encadrement, des formes partisanes assez puissantes, en même temps beaucoup de réseaux. Les associations, notamment les fameuses associations de locataires, qui pouvaient organiser des grèves de loyers très longues, etc. Il y avait tout ce que les municipalités pouvaient développer comme activité en direction de la jeunesse. Il y avait, les colonies de vacances, les activités culturelles. Il y avait cette espèce d'exemplarité qui a été longtemps le fait de ces mairies communistes, socialistes, populaires. On pense bien sûr notamment à la ceinture rouge autour de Paris, ces villes de la première couronne longtemps acquises au parti communiste. Bobigny, Aubervilliers, Saint-Ouen par exemple. Dans ces villes, la faucille et le marteau ont longtemps régné en maître, organisant la vie des habitants de ces banlieues et en faisant une véritable vitrine politique. Dans le passé, il y avait à la fois des banlieues qui étaient très communistes, c'était ce qu'on appelait la banlieue rouge, autour de Paris, mais aussi des grandes métropoles, les villes de l'Est lyonnais, certaines parties des quartiers nord de Marseille, qui étaient sous influence communiste. Il y avait des banlieues qui étaient sous influence socialiste, ça existait dans le nord. Ce qui existait aussi, c'était une influence chrétienne, sociale chrétienne, et on a souvent sous-estimé le rôle de l'Église en banlieue, par exemple. Je parle de l'Église catholique ancienne, parce qu'aujourd'hui, il y a une poussée des évangélistes et d'autres formes d'organisation religieuse. Et à droite, il y avait une forme, avec le mouvement gaulliste, il y avait une forme d'implantation à droite. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui était surtout absent dans les quartiers populaires, c'était le centre en quelque sorte, quoi. Le mouvement gaulliste avait aussi certaines implantations qu'il a conservées dans ces quartiers populaires. Il faudra bien retirer quelque chose à ceux qui ont beaucoup, pour donner davantage à ceux qui n'ont rien. Il y avait donc des banlieues de toutes les couleurs finalement, rouge, rose et même bleu, mais les années 80 sont synonymes de désindustrialisation. Le parti communiste perd progressivement du terrain supplanté par le parti socialiste. Ce sont les années Mitterrand.
À partir de 1981, et un peu avant, on voit que à l'intérieur de la gauche, il y a l'avantage qui est pris par le Parti socialiste. C'est l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir. Bon, il y a quelques ministres communistes, mais enfin, la messe est dite et il y a effectivement un avantage très marqué pendant plusieurs années pour le Parti socialiste dans les consultations électorales. Alors, c'est pas aussi simple, parce qu'en 86, il y aura des législatives remportées par la droite dans le cadre d'un scrutin uniquement dédié à cette élection qui était le scrutin proportionnel. Voilà. Donc, il y a cette espèce de relève qui, pendant un certain temps, va se produire par le Parti socialiste. Mais cette relève sera fragile, elle sera précaire, et elle sera mise en cause par plusieurs phénomènes. Milieu des années 80, une nouvelle couleur s'ajoute à la palette des banlieues. Le noir, alors synonyme de Front National. 11 ans après sa fondation, le parti de Jean-Marie Le Pen conquiert sa première municipalité en concluant un accord avec la droite. Tu vas en vacances en France, on te demande où tu es, tu dis Dreux, ah ouais, la ville du Front National. Vous savez qu'on était les pionniers, c'est nous qui avons lancé le Front National. Coup de tonnerre à Dreux, avec cette présence du Front National et cette alliance avec la droite, cette présence dans la municipalité de Dreux, perdue par le Parti socialiste. On va voir aussi une progression électorale de ce parti. Et c'est pourquoi d'ailleurs le journaliste du Monde, Daniel Schneiderman, disait des banlieues rouges, enfin le béton, vote noir. Voilà l'expression de Schneiderman. On peut discuter évidemment cette appréciation, parce que qui vote exactement pour l'extrême droite dans ces villes de banlieue ? C'est plus du tout pareil maintenant. On sait plus. Je connais des communistes qui vont voter Le Pen. À l'époque, dans ces quartiers, les commentaires distinguent clairement les grands ensembles, les cités d'un côté et les lotissements de l'autre. Alors il y a toujours cette distinction qui est à opérer entre ce que sont les quartiers d'habitat social, les cités HLM, et ce qu'on appelle les grands ensembles, et ce qu'il y a autour. Donc pendant assez longtemps, l'attention a été attirée sur cette distinction qui pouvait exister entre un centre d'habitat social et sa périphérie pavillonnaire. On a beaucoup réfléchi, mesuré, testé, enquêté sur ce phénomène de halo autour de ces quartiers, avec l'idée que le pavillonnaire votait par réaction à ce qui se passait à l'intérieur même des grands ensembles, des cités de grands ensembles. Et que donc le noir était moins le fait du béton que du pavillon. Ce distinguo est donc aujourd'hui discuté, voire remis en cause. Il est compliqué de résumer les banlieues en quelques affirmations, car les populations qui arrivent dans les banlieues ne sont pas destinées à y rester. On a l'œil tourné sur les territoires. On dit les quartiers, on dit telle ville, on dit le département de la Seine-Saint-Denis, on dit etc. En fait, ce qui est important, c'est les gens. Que deviennent ces gens ? Les gens arrivent, ils vivent un certain temps là, et qui ensuite évolue vers, d'abord dans la progression sociale, la mobilité ascendante, et d'autre part, qui évolue territorialement. Pas forcément très loin, mais en même temps dans une autre qualité d'habitat, avec des copropriétés, de petites copropriétés privées ou locatives, mais de taille moins imposante que celle des grands ensembles, ou le pavillon. Donc de ce point de vue, ce qui serait intéressant de suivre, ce qui serait même fondamental, c'est ce que deviennent les gens qui habitent dans ces quartiers, puisque la constatation qui est faite systématiquement que ces quartiers hébergent toujours les populations les plus pauvres, les nouveaux arrivants, etc. C'est quand même beaucoup plus compliqué de trouver un emploi quand on s'appelle Boubacar que quand on s'appelle Bernard. C'est un pays d'égalité sur le papier. Il y a donc bien une constante malgré tout dans ces banlieues, c'est qu'elles abritent d'abord les plus modestes, l'immigration récente. Henri Ray a particulièrement étudié le cas de la Courneuve en Seine-Saint-Denis, une ville qui résume bien ce côté mouvant des banlieues. Au départ, il y avait un mélange entre des populations qui venaient de province, des populations qui venaient d'Algérie ou des pays d'Afrique du Nord après 1962. Il y avait notamment une population de confession israélite, il y avait une synagogue à la Courneuve. Et puis des populations antillaises, etc., etc. Donc il y avait un mélange. Petit à petit, les choses se sont délitées, c'est-à-dire que la population d'origine métropolitaine a quitté un peu ces quartiers, s'est éloignée vers les périphéries extérieures, le Val d'Oise, les communes plus résidentielles, parce que les pouvoirs publics ont aussi encouragé une sorte de retournement du modèle résidentiel, c'est-à-dire qu'ils ont incité beaucoup
ou pavillonnaire. Il y a effectivement une modification assez importante de la population qui s'est développée, puis ensuite il y a eu encore les arrivées, par exemple à La Courneuve, où aujourd'hui il y a une population d'origine asiatique qui est assez importante, pakistanaise notamment, sri-lankaise. Les populations habitant les banlieues populaires ne sont donc pas toutes assignées à résidence, au contraire. Les banlieues sont un lieu qu'on cherche à quitter dès qu'on en a les moyens. Et ces populations ont donc eu des réflexes de vote qui ont beaucoup varié dans le temps. Cela dépend aussi des élections et de la façon dont on parle parfois des quartiers à ces occasions. Il y a des moments où il y a une forte mobilisation électorale qui revient sur fond de désertion des urnes en général. Donc ça s'est produit, vous avez vu, par exemple, lors de l'élection présidentielle, qui a suivi les déclarations de Nicolas Sarkozy sur « on va passer ces cités au Karcher », enfin, une phrase célèbre. Par rapport à ça, il y a eu un vote anti-Sarko, par exemple, qui s'est manifesté par un déport très important sur la candidate Ségolène Royal. Ça a également joué, en partie, pour le vote en faveur de François Hollande. De ce point de vue-là, il y a des moments présidentiels qui... S'il y a une forme de provocation, il va y avoir une possibilité de mobilisation qui tranche avec la démobilisation complète pour des élections qui vont avoir lieu, par exemple, quelques semaines plus tard avec des législatives, qui ont eu lieu quelques mois plus tôt avec des élections locales. Vous en avez assez, Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Mais lors de cette campagne présidentielle de 2022, j'ai l'impression que le sujet a été largement relégué au second plan, notamment par le président sortant, Emmanuel Macron, qui avait pourtant choisi Bobigny pour sa déclaration de candidature en 2016. Mais pour notre chercheur, les banlieues ont au contraire bien été abordées dans cette campagne, surtout par la droite. On a parlé de l'insécurité, on a parlé de l'immigration, et ça a été les thématiques majeures mises en avant par les candidats Zemmour et Le Pen. Donc de ce point de vue, et un peu Pécresse aussi, donc de ce point de vue, il y a bien eu les banlieues mises en exergue de façon négative et relativement stigmatisante, sous l'angle du grand remplacement, sous l'angle de l'immigration zéro, sous l'angle du renvoi des binationaux qui auraient fauté, etc., etc. Donc de ce point de vue, on a parlé non pas des problèmes des banlieues, mais on a parlé de l'immigration. Ça c'est quand même ressenti dans les banlieues comme les visant directement. Il y a peut-être là quelque chose qui a à voir avec le Karcher de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy parle au propre comme au figuré, au risque de stigmatiser et peut-être d'enflammer les cités. Si la droite républicaine s'est complètement effondrée lors de ce scrutin, le Rassemblement national a lui réussi à s'imposer pour le duel du deuxième tour. Et les banlieues ne sont pas toutes réfractaires à Marine Le Pen, loin de là. C'est ce qui a été montré par certaines élections remportées par le passé. Je prends par exemple l'exemple de Marseille, quartier nord de Marseille. Une partie de la population d'origine immigrée est gênée d'être assimilée à la partie délinquante. Et de ce point de vue, une partie peut voter pour l'extrême droite, y compris une partie de la population d'origine étrangère, stigmatisée par les candidats d'extrême droite. Et sinon, on n'aurait pas pu expliquer la victoire, par exemple, de Stéphane Ravier à Marseille. Stéphane Ravier passait depuis dans les rangs de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, mais qui avait bien été élu sous les couleurs du Rassemblement national. L'extrême droite continue donc d'attirer dans les banlieues à l'image de sa poussée au niveau national. Même chose pour Jean-Luc Mélenchon, dont le discours a largement séduit dans les villes lors de cette élection de 2022 et dans de nombreuses villes de banlieues populaires. Je pense qu'il y a un avantage pour la France insoumise, qui tient d'abord au fait qu'il y a des députés sortants et qu'il y a une campagne de terrain qui est assez soutenue. Le problème, c'est que passé l'élection présidentielle, la France insoumise voit pas trop quelle est sa réalité militante et partisane. C'est pas un parti. C'est un parti gazeux, comme on dit, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas vraiment cette implantation et sa capacité d'encadrement qui existait précédemment. Les élections législatives seront d'ailleurs cette année le juge de paix, un véritable troisième tour qui va montrer si la France insoumise arrive à transformer l'essai au niveau de la représentation nationale. Quant à Emmanuel Macron, il a soulevé des espoirs immenses au début de son quinquennat dans les quartiers populaires et il les a douchés tout aussi vite en enterrant le plan Borloo pour les banlieues. Là, il y a un vrai grief des maires de banlieue, toutes opinions confondues.
contre ce rejet du plan Borloo, rejet assez cavalier. Et de ce point de vue, bon, il y a eu des élus de la République En Marche. L'actuelle ministre de la Ville, elle a été élue de Trappes, donc il y a bien eu des élus LREM, mais pas du tout d'une façon homogène par rapport à l'ensemble du pays, loin de là. Non, la figure de Macron est pas populaire. Cela tient aussi à un quinquennat où l'on a opposé la France des Gilets jaunes, la France dite périphérique, à celle des banlieues. Le débat ne date pas du quinquennat d'Emmanuel Macron, on se rappelle du livre de Christophe Guilly sur la France périphérique, dépeignant des banlieues pas si mal loties, et une France des villages, au contraire, ignorée, délaissée des politiques publiques, une opposition récusée par Henri Rey. Le thème de la France périphérique, très lié au mouvement des Gilets jaunes, ce terme-là, qui est très vague. Qu'est-ce que ça veut dire la France périphérique ? Voilà, quoi, c'est ça. C'est fait un peu au détriment des banlieues, avec cette idée qu'on avait avantagé les banlieues proches des grandes métropoles et qu'on l'avait fait avec des crédits très importants pour la rénovation urbaine, au détriment des gens qui doivent faire beaucoup de kilomètres en voiture, dépenser beaucoup de carburant, ont peu de services publics. Il y a une sorte de jeu médiatique ou politique qui a consisté à déshabiller Pierre pour habiller Paul. Et donc vous avez là, parce que c'est vrai que ce qu'on appelle les campagnes, il y a ces déserts médicaux, il y a cette absence des services publics, il y a ce retrait de l'État qui est déjà très manifeste dans les quartiers de banlieue, mais qui est en partie dissimulé par l'importance des crédits de la rénovation urbaine. Alors qu'en fait, il y a un manque de services publics extrêmement flagrant, que les déserts médicaux sont aussi dans ces quartiers de banlieue. En clair, pour Henri Rey, il ne faut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Il faudrait au contraire rhabiller les deux. Les services publics manquants et les déserts médicaux sont des problèmes dans ces villages aussi bien que dans de nombreux quartiers populaires. L'élection présidentielle a semblé confirmer en tout cas l'attrait pour l'abstention des banlieues, ce qui reflète aussi une défiance plus globale à l'égard de l'État et des pouvoirs publics. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir les références que j'ai ajoutées dans la description de cet épisode, ainsi que les articles publiés à l'occasion des différentes vagues de l'étude électorale menée par le Cevipof. Merci d'avoir été à l'écoute de Je vote, tu votes, nous votons. J'espère que ça vous a plu et que vous serez au rendez-vous pour les prochains épisodes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à nous envoyer vos commentaires et des étoiles sur votre application préférée d'écoute. Je serai curieuse d'avoir vos retours et si vous le souhaitez, vous pouvez me soumettre les questions que vous vous posez sur le vote. Vous pouvez aussi nous contacter via les réseaux sociaux de Public Sénat, Twitter, Facebook, Instagram ou LinkedIn, ainsi qu'à l'adresse bonjour@publicsénat.fr. Je vote, tu votes, nous votons est un podcast produit par Public Sénat et le Cevipof Sciences Po. Interview et narration, Tam Tranui. Création sonore, réalisation, montage et mixage, Majora Prod. Direction éditoriale, Perrine Tarnot. Les visuels sont de Nina Vincent. Production exécutive, Élise Colette.